Salut à vous. Alors, ces derniers jours, dans l'actualité, il y a deux faits qui ont particulièrement attiré mon attention. La première chose, une excellente nouvelle d'ailleurs, vraiment magnifique, c'est l'annonce faite par Kémy Séba quant à sa décision de participer aux prochaines élections présidentielles au Bénin. Ça, magnifique. Quand je suis tombé sur l'information, j'étais trop fier. J'étais galvanisé, j'étais dans une zone où il n'y a pas Internet, mais j'ai tout fait pour regarder sa vidéo intégralement, son annonce intégralement. Vraiment, courage. Parce que là, la bataille qui s'annonce ce sera la magie seulement, mais bon, il est déjà arrivé là où il est et c'est magnifique. Le second élément, c'est cette conférence du président Emmanuel Macron. Alors, pourquoi est-ce que ça a attiré mon attention? Parce que il y a eu un hic, il y a eu un truc. Dites-vous que quand j'ai écouté ça la première fois, je me suis posé une question. Est-ce que quand il parle, dans sa tête, c'est que les Africains ne vont pas voir ça? Est-ce que quand il parle vraiment du principe comme si, voilà, on était complètement coupé du monde, détaché du monde, qu'on ignorait tellement tout du monde, qu'on n'allait même pas avoir écho de ses dires. Alors, j'ai beau aimer l'idée qu'il soit très souvent stupide, il, au pluriel, les dirigeants occidentaux en règle générale. J'ai beau aimer cette idée qu'il soit profondément stupide, mais dans les faits, ce n'est pas vraiment le cas. Dans les faits, ce sont des gens extrêmement intelligents, très bien conseillés, avec des planifications et des stratégies. Certes, ils prennent beaucoup de décisions stupides, mais stupides pour qui? Pour nous? Pour ceux qui les dirigent? Pour servir leurs objectifs? Qu'est-ce qui est stupide exactement? C'est ça qu'on doit comprendre. Parce que pour nous, une décision qu'on peut juger stupide, pour eux, ça respecte peut-être leurs agendas et les agendas de ceux qui les dirigent. Vous voyez où je veux en venir? Donc, suivant ce principe, j'ai réécouté l'extrait de sa conférence où il parle particulièrement de l'Afrique. Et on va débriefer 2-3 trucs. Je vais partager mon avis, mes théories, mes suppositions. Et vous allez me dire ce que vous en pensez. Parce que même la réaction de certains présidents en Afrique sont à questionner par rapport à ça. On commence. Et c'est dans cet agenda de prospérité et ces nouveaux partenariats que je veux évoquer le continent africain. Et je veux le faire là aussi avec beaucoup de reconnaissance pour tout le travail que vous faites et de clarté. D'abord, nous avons un agenda qui doit sortir en quelque sorte des obsessions du passé. J'ai fait le maximum des efforts et je continuerai de le faire pour regarder les questions historiques, culturelles et mémorielles. Je crois que nous l'avons fait avec beaucoup de sincérité ces dernières années et du travail inédit qui a été fait sur l'Algérie avec la commission Stora, en passant par le discours qui a été donné en un moment par le ministre à Tiaroy pour le Sénégal, à la politique de restitution des œuvres d'art, conformément à l'agenda de Ouagadougou que j'avais évoqué. Nous avons, ces dernières années, profondément changé ce logiciel. C'est-à-dire que la France regarde son passé dans sa complétude, elle a nommé les choses et elle cherche à avoir une approche scientifique, historiographique, à la fois décomplexée et dépassionnée, et nous le ferons encore avec le Cameroun, avec le comité d'historiens que nous avons installé. Et j'assume totalement cette politique, elle est bonne. Lorsqu'on parle d'obsession du passé, ça me fait penser à un historien français qui dit que une des choses les plus stupides qui arrive à la France, c'est que, d'une certaine manière, on fait culpabiliser la population française au sujet de la colonisation. Ce qui n'est absolument pas le cas, je vous rassure déjà. Mais pour lui, pour l'historien en question, l'admission de certains faits déjà relève de cette volonté de culpabiliser les Français. Ce que je vais insister sur cette affaire d'obsession du passé, c'est que c'est systématiquement quand ça concerne l'Afrique qu'il faut absolument s'en débarrasser. C'est que quand on parle d'arrêter l'obsession avec le passé, c'est toujours, je dis bien toujours, quand ça concerne les Noirs à travers le monde. Là, il parle de 2-3 initiatives faites de manière forcée, d'une certaine manière, parce qu'il ne le fait pas vraiment par choix. Il y a de plus en plus d'Africains qui dénoncent un certain nombre de faits. Et puis voilà, pour faire de la récupération politique, pour essayer de bien se faire voir, pour essayer de faire certains accords, certaines alliances, voilà, admettons. Il dit, ok, admettons-les, validons ça, et puis voilà, on passe à autre chose, on continue de signer des contrats pour continuer d'exploiter ces peuples suivant notre agenda. En quoi est-ce que l'obsession du passé est intéressante? Beaucoup de personnes sont toujours en mode oui, on ne doit pas penser au passé parce que le passé X, le passé Y. Si on ne comprend pas le passé, comment est-ce qu'on peut comprendre le présent? Je pose réellement la question. C'est-à-dire, imaginez un temps soit peu, un peu comme dans les films qu'on a eu à voir plein de fois, vous vous réveillez quelque part, dans un hôpital, au bord d'une plage, dans un hôtel, et vous avez complètement oublié qui vous êtes. Vous ne savez pas qui vous êtes. Vous avez peut-être un nom là qu'on vous a dit, voilà, je m'appelle tel. Et c'est comme ça que tout le monde vous appelle à partir de maintenant. Mais vous ne vous rappelez pas avoir porté ce nom. Vous ne vous rappelez pas avoir eu une famille.
Vous ne vous rappelez pas avoir eu des amis. Vous ne vous rappelez pas avoir eu une quelconque expérience de la vie. Et maintenant là, il y a quelqu'un qui vient et vous dit, ne soyez pas obsédé par le passé. Comment est-ce que vous réagirez? Parce que souvent quand on parle à l'échelle d'un peuple, on a l'impression que c'est quelque chose d'outrepassable. Mais un peuple, c'est une entité. Et une entité qui doit se comprendre dans sa globalité. Donc, il parle de ne pas être obsédé par le passé, mais nous sommes dans une situation où on a complètement oublié ce que nous sommes et on nous demande juste de nous démerder à partir des informations que l'on n'a pas. Parce qu'on n'a pas ces informations. Est-ce que ça a un sens? Surtout venant de la bouche de quelqu'un issu d'un peuple qui est tellement obsédé par son passé qu'elle s'invente un passé. Et quand elle s'invente une histoire, quand cette civilisation, la civilisation dont il fait partie, s'invente une histoire, il la propage partout. Quand vous venez vous rappeler votre propre histoire, eux, ils vous disent que vous inventez l'histoire, donc ils vous accusent de ce qu'ils font. L'inversion accusatoire, systématiquement. Ils partent du principe, et ça c'est aussi un point important à noter, que les objets africains, ce ne sont pas des objets d'art, ce sont des reliques, ce sont des artefacts, ce sont des divinités, ce sont des ancêtres. Quand nos ancêtres, nos reliques, nos artefacts, nos objets culturels, spirituels sont dans leur musée et qu'ils ont décidé d'en rendre quelques-unes, vous allez vous dire oui, ça relève d'une volonté politique. Pas du tout. Si ça pouvait rester chez eux même pendant 1000 ans, ça resterait chez eux pendant 1000 ans. S'ils nous ont volé ça à cette période-là, on gagne de l'argent, des sommes astronomiques avec. C'est pas maintenant qu'ils vont nous le rendre. C'est pas parce qu'ils se sont tout de suite découvert une sorte d'empathie, de sympathie ou de conscience historique. Ce n'est pas le cas. La preuve, ils continuent de mentir allègrement sur leur histoire. Donc c'est pas ça le point. C'est parce que ces œuvres d'art ne peuvent plus rester chez eux, parce que ces œuvres qui étaient désactivées jusqu'à présent sont en train de se réactiver. Et ça cause beaucoup de morts. Ces œuvres qui étaient désactivées sont en train de se réactiver et ils ne savent pas comment les contenir. Comment absorber leur puissance parce que nous sommes en train de passer à une autre époque. Ces œuvres d'art sont devenues une gêne, un problème pour eux. C'est pour ça qu'ils disent qu'ils nous les renvoient en essayant de faire passer ça comme étant un bon geste de leur part. Mais dites-moi, qu'ont-ils déjà fait de bon? Avant qu'on ne commence à crier, à glisser, à glousser, à être fan pour rien, dans toute l'histoire coloniale, j'insiste bien, je comprends ainsi l'esclavage, qu'ont-ils déjà fait de bon pour l'Afrique? Vous savez, je viens de me procurer l'intégralité des documentaires de René Vauthier. René Vauthier, c'est ce monsieur que vous voyez à l'écran. Il est né le 15 janvier 1928 et il est mort le 4 janvier 2015. C'était un réalisateur et scénariste français, communiste, anticolonialiste, et j'insiste là-dessus, il était. Je l'ai connu parce qu'il a fait un excellent documentaire appelé Afrique 50. Ceux qui sont dans le canal Telegram privé de la chaîne YouTube, on sait comment se le procurer. Afrique 50 est un documentaire français réalisé donc par ce René Vauthier-là en 1950. Il a été envoyé en 1949 par la Ligue... Il avait été envoyé en 1949 par la Ligue française de l'enseignement avec Raymond Vogel pour pouvoir montrer la supposée mission civilisatrice et éducative de la France dans les colonies françaises. Ce qu'il a vu l'a effaré, ce qu'il a vu l'a écœuré, à tel point qu'il a décidé de faire l'exact opposé de la mission qu'on l'avait confiée à la base. L'exact opposé, c'est-à-dire il a dénoncé toute la cruauté. Et aujourd'hui, la France que l'on connaît, dont lui est un de ses héritiers, essaie de nous faire croire que là maintenant, ils se sont tout de suite poussés une conscience historique et que cette conscience historique les force, voilà, dans un élan de générosité, comme ils ont l'habitude de se présenter, les force à rendre les objets culturels africains. Ce n'est pas vrai. Sachez que ce qui se joue actuellement dépasse les limites de la compréhension que nous avons actuellement du monde. Une des raisons pour lesquelles j'ai arrêté d'aborder certains sujets sur la chaîne, c'est parce que je m'étais rendu compte qu'en fait, c'était d'abord nécessaire que l'on comprenne ce qui se passe sur Terre, dans notre environnement immédiat, tangible, avant d'essayer de comprendre ce qui se passe ailleurs ou dans des dimensions parallèles et j'en passe. Parce que c'est beaucoup plus facile de faire comprendre aux gens des notions sur la géopolitique, par exemple, que de faire comprendre aux gens des notions sur la circulation des énergies. C'est comme ça. C'est une des raisons pour lesquelles, dans ma dynamique, je me suis dit, OK, on va d'abord essayer de faire comprendre aux gens les bases du monde qui les entoure. Comment se passe l'économie, pourquoi est-ce qu'il y a l'inflation ici, comment s'est déroulée cette guerre, quand on entre dans l'histoire, pourquoi il y a tel conflit ici, là-bas, quels sont les enjeux. Je me suis dit que c'était beaucoup plus abordable en termes d'analyse et de compréhension et qu'à partir de là maintenant, d'autres pourraient chercher à aller plus loin. Mais
Là, je suis bien obligé de vous faire comprendre quelque chose. Au-delà du côté tangible de ces objets, il y a un côté mystique qui est en train de se réactiver et ce côté-là cause des massacres, ce côté-là cause énormément de dégâts et ils cherchent à s'en débarrasser. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils ne se débarrassent pas de tout en même temps. Parce qu'ils utilisent encore l'énergie de certains artefacts-là pour pouvoir faire certaines choses. C'est parce qu'il y a encore certains de ces objets qui ne sont pas activés qu'ils donnent ceux qui sont activés, ceux qui causent le plus de problèmes, mais pas tout à la fois. Sinon, s'ils étaient dans cette dynamique, ils se seraient assis et auraient dit, bon, voilà, on doit rendre, et ils allaient tout donner en un coup. Mais ils ne le font pas, et ce n'est pas que la France. L'Espagne a nos objets, ils ne font que renvoyer. L'Allemagne a des objets, elle ne fait que renvoyer, et j'en passe. Donc, c'est important que l'on ait d'abord. Donc, c'est important de toujours envisager ce volet-là que l'on ne voit pas, ce volet-là qui n'est pas forcément tangible dans toutes les dynamiques, parce que ça compte aussi, ça entre en compte. Celui qui dit qu'il ne faut pas être obsédé par l'histoire est l'héritier de ce peuple-là qui est tellement obsédé dans l'histoire qu'elle a falsifié toutes les luttes qu'elle a menées. Elle a falsifié toutes les luttes que nous avons menées. Alors qu'on n'essaie pas de se foutre de nos gueules. Un peu de tenue. Et c'est pour ça qu'il est de notre devoir de pouvoir comprendre quand ces gens sont en train d'essayer de nous enflouer. Et ce sont toujours les mêmes gens qui ont dit que l'abolition de l'esclavage était de leur ressort. Qui ont dit que c'est eux qui ont voulu arrêter ça. Tout comme aujourd'hui, il est en train d'annoncer qu'ils ont voulu quitter l'Afrique. C'est ça qu'il va dire dans cette vidéo. Qu'ils ont voulu réconcilier avec leur passé, qu'ils ont voulu remettre les objets culturels africains. Ils n'ont rien voulu. Dans toute leur histoire, s'ils avaient pu, ils auraient maintenu ces systèmes. Et je le dis en tant que président de la République, né après la décolonisation. Né après la décolonisation de façade, c'est-à-dire né pendant la néocolonisation, et pleinement héritier de toute l'histoire de la France, et pleinement héritier de toutes les richesses accumulées par la France, en pillant et en volant d'autres peuples. C'est important aussi qu'il le précise. Et même s'il ne le précise pas, c'est important que nous, on coche ça. Celui qui ne se plaint pas du système, on le sait, c'est celui qui profite du système. Il n'y a pas de demi-mesure. Si tu ne te plains pas du système, c'est que tu en profites. Sinon, ça n'a aucun sens. Sinon, c'est de la folie. Et je le dis en tant que président de la République, né après la décolonisation, dans un continent qui a 75% à moins de 25 ans. Le dialogue avec l'Afrique ne peut pas être l'otage d'un panafricanisme de bonne aloi contemporain qui utilise en quelque sorte un discours post-colonial en ayant d'ailleurs des soutiens de revers qui sont les impérialistes d'aujourd'hui. C'est drôle. J'ai l'impression qu'il fait référence à un certain candidat aux élections présidentielles, mais sans le dire. Le gars leur donne les sueurs froides. Hein? Non, vous n'avez pas encore transpiré. Vous allez voir. Donc c'est maintenant Emmanuel Macron qui doit venir nous dire quel est le bon discours panafricaniste ou pas. C'est Emmanuel Macron. La bonne blague. Donc c'est maintenant lui qui doit venir définir quel est le bon discours panafricaniste et quel est le mauvais discours panafricaniste. Avec du soutien de quoi? Des empires d'aujourd'hui. Et donc cette espèce de combination de faux intellectuels manipulant les réseaux sociaux, utilisant le désarroi d'une jeunesse. Inversion accusatoire. Dès qu'il dit ça, moi je vois que c'est ça qu'eux ils font. Pour pouvoir faire de la propagande, il faut énormément de moyens financiers. Parce que de la propagande coûte très cher. Ça veut dire que lorsque ce qu'ils parlent de panafricanistes là, qui sont en réalité les amis de l'Afrique, on le sait, lorsque ces gars vous disent que vous êtes l'ennemi du monde, en fait ça veut dire que vous œuvrez pour le monde. Au moins ça c'est la base, non? Donc, partant de ce principe, quand il accuse ces gens-là, ces panafricanistes-là, vu qu'il n'a pas donné de nom, donc je ne peux pas donner de nom, quand il accuse ces panafricanistes-là de se servir des réseaux, d'une certaine manière, de faire de la propagande, il fait de l'inversion accusatoire. Parce que c'est eux qui ont les moyens pour pouvoir faire de la propagande. La preuve, ils passent leur temps à le faire. C'est eux qui possèdent les médias. C'est eux qui possèdent des fonds colossaux à investir un peu de partout. C'est eux qui impriment les billets, les capuchons de bouteilles qu'on appelle le franc CFA, qu'ils envoient en Afrique pour financer les pseudo-défenseurs de ces gens. C'est-à-dire des gars que vous allez voir toujours dans les commentaires en train d'insulter. On va voir, vous allez même voir ça dans le truc de Kémy Séba. Quand vous allez sous les réseaux, sous les médias de Kémy Séba, où il a publié sa vidéo d'annonce à la présidentielle, vous allez voir qu'il y a toujours plein de personnes là qui sont en train de l'insulter, qui sont en train de le dénigrer, qui sont en train de vouloir le rabaisser et j'en passe. Et énormément de ces gars sont payés pour faire de la désinformation. Qui fait donc de la propagande? De l'inversion accusatoire, notez ça.
Tout ce qu'ils accusent les autres de faire, c'est ce qu'eux, ils font. Une fois que vous avez compris le principe, tout le reste est facile à comprendre. Et les intérêts de la richesse de combination de faux intellectuels manipulant les réseaux sociaux, utilisant le désarroi d'une jeunesse et les intérêts de la Russie ou d'autres en Afrique, soyons lucides, mais n'y cédons pas. Et donc dans ce contexte-là, non, la France n'est pas en recul en Afrique. Je dis ça parce que quand je lis une bonne partie de notre presse et beaucoup de commentaires, les gens, regardant avec les lunettes d'hier, disent c'est terrible, l'Afrique, on est en train de disparaître. Non, on a choisi de bouger en Afrique. On a choisi de bouger parce qu'il fallait bouger. Voilà. Maintenant, on reprend encore ce que je disais tout à l'heure. Vous vous rappelez quand je disais qu'à une certaine époque, ces gens disaient partout qu'ils ont choisi d'arrêter l'esclavage, n'est-ce pas? Et que je vous avais dit qu'ils s'inscrivent dans la même chose. C'est exactement ça. Maintenant, comment comprendre tout ceci? Effectivement, d'une certaine manière, ils sont en train de bouger. Ils sont en train de se réorganiser. Pas partout en Afrique. Vous voyez, pas partout, parce qu'il y a des zones qu'ils sont réellement en train de lutter bec et ongle pour récupérer, l'AES. Malgré tout, l'AES reste quand même dans leur zone d'influence, à cause de la monnaie, à cause du franc CFA. C'est pour ça qu'ils peuvent financer un certain nombre de trucs. Si dès demain, on déclare le franc CFA comme étant non avenu, vous allez voir comment les terreaux en une semaine s'arrêtent. Parce qu'ils ne seront plus payés, vu que cette monnaie n'aura plus de valeur. Là, il n'est pas en train de mentir. Et à qui est-ce qu'il est en train de s'adresser? À ses ambassadeurs, pour les rassurer sur le fait qu'ils sont en train d'agir. Et que par tous les moyens à leur disposition, ils sont en train d'agir pour maintenir leur hégémonie en Afrique. Parce que c'est quand même incongru de déployer autant de moyens pour une région qui ne vous sert à rien. C'est quand même incongru de déployer autant de moyens alors que vous estimez être en train d'aider en permanence. Donc, ils se réorganisent. Et le général Abdourahmane Tiani, le chef d'État du Niger, nous l'a démontré dans son interview en expliquant à quel point leur réorganisation est de taille. Comment est-ce que les gars quittent de 4 pays à une vingtaine de pays en Afrique? Quelles sont les stratégies de redéploiement? Où vont les ressources? Comment sont distribuées ces ressources? Qui est à la tête de quoi? Toute cette année, on a documenté les différents mouvements de la France en Afrique. Le coup de grâce a été l'interview d'Abdourahmane Tiani. Ça a été le coup de grâce parce qu'il a dévoilé un certain nombre de choses effarantes. On ne pouvait pas les deviner parce que lui, c'est normal, c'est un chef d'État. En plus, c'est un militaire. Il a des connaissances et il a des informations qu'on ne peut même pas imaginer, vous voyez. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, lui, il est obligé de venir dire, bon, je dois quand même rassurer mes gens. Et on va le faire à Mondo Vision. Et en rendant ça public, il crée un précédent. C'est ce que je disais la dernière fois. Quand il crée un précédent, ça fait en sorte que dans le futur, on pourra dire oui, la France n'a pas perdu en Afrique. Elle avait décidé de s'en aller. Et voici un des anciens présidents français disait que. Et on va montrer cet extrait de vidéo. Donc, quand il dit même encore en début de son interview que voilà, il ne faut pas avoir les obsessions du passé, lui, il est en train de créer l'obsession du passé que leurs futurs gens auront. Parce que ça va faire office de preuve, hein. Rassurez-vous, ça ne va pas partir. Ça va faire office de preuve, ça va rester dans les archives. Et ils vont utiliser ce genre de trucs comme argument pour nous contrecarrer. Donc, il est de notre devoir de créer aussi des contre-arguments pour que des personnes dans le futur sortent aussi nos discours pour dire, rappelez-vous, voilà dans quel contexte ils le faisaient. On a regardé notre relation passée, mémorielle, culturelle. On la factualise, on l'assume, on se dit la vérité. Mais on ne cède rien à la désinformation et aux ingérences. 2, nous avions une relation sécuritaire. Elle était de 2 natures, en vérité. Il y a une partie, c'était notre engagement contre le terrorisme, depuis 2013. On avait raison. Je crois qu'on a oublié de nous dire merci. Non, on n'a pas oublié. On n'a aucun merci à donner à qui que ce soit. Pas grave, ça viendra avec le temps. L'ingratitude, je suis bien placé pour le savoir, c'est une maladie non transmissible à l'homme. Oui. En fait, quand il a dit ça, je n'ai pas pensé à nous, j'ai pensé à lui et à eux en règle générale. Quand on parle d'ingratitude, niveau ingratitude quand même, de toute façon, ils n'ont jamais rien admis. De toute façon, ils n'ont jamais rien accepté. Non, ne mélangez pas tous les hommes, c'est pas tout le monde. Il y a juste une catégorie d'hommes là, particulièrement ingrats, et qui pensent que le reste du monde est ingrat parce qu'eux, ils le sont. Vous savez, un peu comme les voleurs. Je vous ai parlé de l'inversion accusatoire, non? C'est le voleur qui a peur d'être volé. Peur mal. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui a peur du vol comme un voleur. Jamais vu. Vous avez déjà vu quelqu'un qui a peur du mensonge comme un menteur? Donc, qui a le plus peur de l'ingratitude? Bonsoir. L'ingratitude, je suis bien placé pour le savoir, c'est une maladie non transmissible à l'homme.
Et d'ailleurs, je peux même encore noter un point vous savez, de la façon dont il perçoit les Africains. C'est une maladie non transmissible à l'homme. C'est une maladie non transmissible à l'homme. Je répète, il dit que l'ingratitude est une maladie non transmissible à l'homme. Je pense que vous avez compris le message. Qui est l'homme, qui n'est pas l'homme, qui est humain, qui n'est pas humain. Voilà. J'ai été assez clair, je ne peux pas faire plus clair là. Et je le dis pour tous les gouvernants africains qui n'ont pas eu le courage vis-à-vis de leurs opinions publiques de le porter, aucun d'entre eux ne serait aujourd'hui avec un pays souverain si l'armée française ne s'était pas déployée dans cette région. Et j'ai une pensée émue pour nos soldats qui, parfois, ont donné leur vie et pendant des années se sont battus. Nous avons bien fait. Ok, maintenant, je pense qu'on l'a déjà suffisamment rappelé ici, que les soldats français ne se sont jamais battus pour l'Afrique, mais toujours pour les intérêts de la France. Si mort il y avait eu, ce n'était pas pour l'Afrique, c'était pour les intérêts de la France. Si même blessure il y avait eu, ce n'aurait pas été pour l'Afrique, mais pour les intérêts de la France. Ensuite, toutes leurs opérations militaires en Afrique avaient pour seul objectif de maintenir les intérêts de la France. Tous les jours, on le dit, tous les jours, on pense que les gens ont compris, mais tous les jours, il faut le répéter parce que vous ignorez à quel point les gens ignorent cet aspect de l'histoire. C'est-à-dire, il va dire ça, les gens vont dire, c'est vrai quand même. C'est important de le rappeler. Les pays africains ont payé des milliards à la France. Il y avait un témoignage qui expliquait que quand des pays africains avaient besoin des équipements français pour pouvoir combattre les groupes armés, la location de ces armes arrivait à 50 000 $ de l'heure. Entre le moment où les pays africains envoyaient la demande, il y avait la réception, la validation, le transfert de paiement et qu'il y avait l'autorisation d'utiliser ça, parfois des heures pouvaient être passées. Pendant ces heures, ils transmettaient l'information aux terreaux qui changeaient de position. Ils avaient tout leur temps. Il n'y a rien qui a plus permis l'implantation des terreaux et des groupes armés sur le territoire africain que la présence de l'armée française. Rien. Concernant la mort des soldats français, déjà on sait qu'aucun d'entre eux n'est mort dans le cadre de ce qu'ils étaient censés faire en Afrique. Preuve en est que Abdourahmane Tchani a dit qu'il n'y a même pas eu un vélo. Il l'a dit de manière sarcastique, amusée, qu'il n'y a même pas un vélo d'un soldat français qui n'a un jour touché les mines antipersonnelles. Donc il n'y a même pas un vélo de l'armée française qui s'est gâté parce qu'il a trahi. Ce sont eux avec les terreaux qui déposaient ces mines-là. Donc ils avaient les positions exactes de chacune de ces mines. Ensuite, le 12 septembre 2023, Nathalie Yamb avait publié cet article extrêmement intéressant qui était titré « Le mythe des 58 soldats français morts au combat au Sahel ». Je rappelle qu'il y a 58 soldats français morts au combat au Sahel. Combien de fois n'a-t-on pas entendu cette phrase de la bouche d'Emmanuel Macron, d'hommes politiques et des médias français, et même des publications de citoyens lambda sur les réseaux sociaux? Cette évocation qui est supposée démontrer l'ingratitude de ceux qui réclament aujourd'hui le départ de l'armée d'occupation française d'Afrique s'avère plutôt grossièrement mensongère dès lors qu'on analyse les faits. Et quels sont les faits? Parce qu'elle a retracé l'intégralité de ces morts-là. Morts au combat, vraiment? Laissez-moi rigoler. 39 sont morts dans des accidents, parfois causés par eux-mêmes. Ils sont morts pour la France, pas pour le Mali. Ils sont morts pour le fric, pas pour l'Afrique. Les autorités françaises ont même le culot de compter parmi les fameux 58 dont on nous rabâche les oreilles ceux-ci. Ceux dont elle a classé le nom, je ne vais pas lire, mais je vais lire les causes. Un tel qui est mort d'accident de voiture. Un tel qui est mort d'accident de la route. Un autre qui a eu un arrêt cardiaque. Un autre qui a eu un arrêt cardio-respiratoire. Un autre qui a eu un accident lors de la maintenance d'un camion au sein de la base de Barkhane. Un autre qui a eu un accident de la route encore. Un décédé lors d'une opération pour sauver des otages français, sud-coréens et américains au Burkina Faso. Le Mali a quoi y avoir là-dedans? Il y a aussi un certain MH, mort sous sa tente dans le campement français au Burkina Faso. Et il y a un dernier, lui c'est terrible. Il est mort en réparant un frigo en N'Djamena. Et puis il y a un autre qui a eu un accident de maintenance. Et dans tout ça, après il y a eu 13 morts dans un accident d'hélicoptère causé par les palabres internes, donc les disputes internes entre leur équipe au sol et ceux qui étaient dans l'air. Et elle a mis tous les noms des personnes qui sont décédées. Parce qu'elle est remontée. Elle a entièrement remonté pour retracer ça. Et ce sont ces morts-ci qu'ils essaient d'imputer ça à une quelconque ingratitude de l'Afrique. Mais qui est ingrat? Mais qui est ingrat? Heureusement, comme il a dit, ça ne se transmet pas à l'homme. Cette phrase-là, je vais rappeler ça à tellement de gens.
Ça ne se transmet pas à l'homme, l'ingratitude. On est parti parce qu'il y a eu des coups d'État. J'ai une pensée émue pour nos soldats qui, parfois, ont donné leur vie et pendant des années se sont battus. Nous avons bien fait. On est parti parce qu'il y a eu des coups d'État. Parce qu'on était là à la demande d'États souverains qui avaient demandé à la France de venir. D'États qui n'étaient pas souverains, d'États vassalisés, qui n'avaient pas demandé à la France de venir. Il y a Choguel Kokala Maïga, l'ancien premier ministre du Mali, qui a expliqué que même la lettre des demandes là, ils n'avaient pas trouvé ça dans leurs archives à eux. Ils ont dû aller sur un site français, récupérer la lettre et l'imprimer. Est-ce que vous savez que même cette lettre-là, qu'ils ont fait écrire à notre président, parce que c'est leur ambassadeur qui a fait des va-et-vient faire signer, quand on l'a cherché, il n'y en avait pas dans les archives au Mali. Pour trouver ça, on a été sur le site internet de leurs institutions. C'est là-bas qu'on a trouvé la copie de la lettre du président par intérim du Mali, qui appelle l'opération Serval. Mais vous croyez que ça peut continuer? Il y avait aussi Idriss Déby père, qui expliquait dans une interview avec l'humiliation, toute l'humiliation qu'il pouvait ressentir, qu'en 2004, quand il devait quitter le pouvoir, c'est une personne envoyée de la France qu'il ne connaissait pas qui est venue modifier la constitution du Tchad pour qu'il reste au pouvoir. J'aurais souhaité moi-même, en 2002, m'arrêter, comme j'avais promis en son temps, au second mandat. Oui. C'est-à-dire en 2006, je devrais céder, en fait, disons, il y a 10 ans, au suivant. La guerre a éclaté. Le mercenaire avait attaqué, il mène ici la ville. Le pays était en guerre. Vous comprenez? Mais en 2016, il Attendez, s'il vous plaît. Et comme j'ai dit, dans la politique africaine, la France intervient souvent, et je le dis haut et fort, la France a intervenu. Je dis bien, je n'ai pas demandé, j'ai dit je ne le fais pas, de changer la Constitution. Pour l'histoire, je dis bien. Bongo n'est pas là. Bongo père, je dis bien. C'est à Paris. J'ai refusé. Et je n'ai pas fait la campagne. Qu'est-ce que vous voulez dire? C'est la France qui vous a poussé à continuer? C'est toujours la France qui fait, et c'est toujours la France qui critique, et c'est toujours la France qui est derrière. Mais en 2016, la France n'était pas derrière votre candidature. Écoutez-moi d'abord, s'il vous plaît. Ce que vous voulez dire, c'est que c'est Paris qui vous a poussé à continuer? Laissez-moi finir. Quand, comment on appelle, ils appellent le constitutionnaliste qui est venu ici, je ne connais même pas son nom. Je ne connais même pas son nom. Moi, j'ai refusé, j'ai dit je ne change pas. Ils ont passé par leur arcane, puisque l'Afrique, pour la France, il n'y a rien de, comment on appelle, de caché. C'est entre ses mains, passé par les uns et les autres, ils ont changé la Constitution. Ce n'est pas Déby qui a changé la Constitution. Ce que vous dites clairement, c'est que c'est Paris qui vous a forcé la main pour rester au pouvoir. J'ai dit que en tant que soldat, j'ai donné ma parole d'honneur en son temps de quitter le pouvoir en 2006. Il y a deux choses qui sont intervenues. La guerre, évidemment. La deuxième, c'est la France. Qui vous a dit de continuer. Bien sûr. Et maintenant, aujourd'hui, ce sont ceux-là même qui ont changé la Constitution qui me critiquent. C'est violent. En fait, vous ne réalisez pas à quel point c'est violent. Mais c'est une violence indescriptible. Et c'est lui qui nous parle d'État souverain. Et c'est lui qui nous dit que voilà, ce sont les coups d'État de maintenant qui ne sont pas souverains. Alors que c'est même ce qui se passe maintenant qui est la véritable continuité des luttes de décolonisation qu'on a abandonnées. Parce que ça, c'est un abandon qu'on a abandonné dans les années 60 en Afrique. Là, c'est juste la continuité. Et il y a eu une trop longue phase de latence. Et là, on est obligé de reprendre en réalité. On doit reprendre. Aujourd'hui, on n'est plus outillé. À partir du moment où il y a eu des coups d'État, où les gens ont dit « notre priorité, c'est plus la lutte contre le terrorisme, c'est ceci ou cela qu'importe », la France n'y avait plus sa place, parce que nous ne sommes pas les supplétifs de putschistes. Donc on est parti. Et ensuite, on a décidé, ça c'est le deuxième volet, de réorganiser notre présence militaire. Pourquoi? Parce qu'on avait en quelque sorte une rémanence. Et on nourrissait nous-mêmes un discours
post-coloniale. Parce que dans les pays d'Afrique francophone, il y avait cette histoire, et donc on avait laissé une présence installée dans nos bases. Est-ce qu'elle avait encore une justification? Plus tellement. Est-ce que c'était ça le rayonnement de la France? Non. Je salue tous ceux qui ont servi, ça ne l'était plus là. Et ça n'était plus compris, c'était utilisé. C'est-à-dire que tous les réseaux d'activistes que j'évoquais venaient dire « Regardez les Français, ils ont un camp avec 2000 soldats là. Donc ils vont préparer un coup d'État. » Et toutes les désinformations possibles étaient utilisées contre nous. Je répète une fois de plus, ce n'est pas de la désinformation, c'était de l'information ou de la réinformation. Parce qu'effectivement, c'était utilisé pour faire des coups d'État ou pour protéger des dirigeants pro-français, c'est tout. Donc nous avons patiemment, et je remercie Jean-Marie Bockel, je le remercie à double titre, personnel et pour cette mission, parce qu'il fait partie de ceux qui ont vécu dans sa chair et la chair de sa famille, ce que j'évoquais tout à l'heure. Mais il a mené patiemment, en lien avec les ministres et le SEMA, cette mission. Et donc nous avons proposé aux chefs d'État africains de réorganiser notre présence. Comme on est très poli, on leur a laissé la primauté de l'annonce. Et vous ne vous trompez pas, c'est nous qui l'avons... Et parfois, il a fallu les pousser. Mais pas parce qu'on est poli, correct et qu'on se réorganise nous-mêmes, qu'il faudrait que ce soit retourné contre nous en disant ils sont chassés d'Afrique. Je peux vous dire que dans bien de ces pays, on ne voulait pas enlever l'armée française ou même la réorganiser. Alors, on arrive maintenant à mon point. C'est important ce qu'il vient de dire. Parce qu'une fois de plus, ce n'est pas faux. Hein. Moi, à bien des égards, je vois même plutôt la réaction de certains présidents africains comme la continuité de ce plan, en fait. Je m'explique. Ils ont compris qu'on a cramé le truc. Ils ont compris qu'on n'y croit pas une seule seconde. Ils ont compris. Ils ont compris que l'opinion populaire a regardé, c'est à faire. C'est ça. Et puis quoi encore? On ne va plus utiliser le franc CFA. Ils ont compris ça, n'est-ce pas? Et donc, dans son discours, qu'est-ce qu'il fait? Il essaie maintenant de nous retourner le cerveau. Donc, en disant, mais voilà, en fait, même vos présidents que vous pensez qu'ils ne sont pas corrompus, là, ils le sont. Comme ça, ces présidents-là sortent des discours très en colère, expliquant que, ouais, on est fâché que tu aies dit ça. Donc maintenant, on va vraiment se fâcher. Puis on va appuyer la communication là-dessus. Mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Quand il dit qu'il y a certains dirigeants de certains pays africains où ils ne voulaient pas cette réforme-là des militaires, vous pensez vraiment que c'est faux? Moi, je pense à un pays particulièrement là. Hein? Je pense à un pays, c'est-à-dire avec le plus grand serviteur. C'est-à-dire, je n'ai jamais vu un tel serviteur de la France en Afrique depuis que je suis né. Depuis même peut-être que j'étudie l'histoire, je n'ai jamais vu un gars qui a une telle soumission, c'est-à-dire une telle abnégation envers son oppresseur, qu'il serait prêt à tout. Donc il y a un pays qui me vient en tête immédiatement. Quand il dit ça, moi ça ne me surprend pas. Ça ne me surprend pas qu'il le dise parce qu'il sait qu'on a cramé le plan. Donc là, il joue le tout pour le tout. Voir si en disant ça, la manière dont des présidents africains vont réagir va permettre de retourner l'opinion publique. En disant, mais oui, voilà, la France a vraiment énervé nos chefs d'État. Donc, à partir de là, à partir d'un tel niveau de manque de respect, non, c'est pour de vrai, les armées françaises quittent en Afrique. C'est faux. C'est faux. Ce qu'il a dit là est très loin d'être la chose la plus impolie, d'autant plus qu'il n'a même pas été impoli. Il a juste dit la vérité à ses ambassadeurs dans sa conférence de presse avec ses dirigeants, avec ses personnes. Ça les concerne eux. En termes de manque de respect, vous pensez que ça dépasse ce qu'il avait dit au président du Burkina Faso en lui demandant de mettre les climatisateurs dans l'école? Vous pensez vraiment ça? Quelque part, vous me parlez comme si j'étais toujours une puissance coloniale. Mais moi, je ne veux pas m'occuper de l'électricité dans les universités au Burkina Faso. C'est le travail du président. Alors par contre, je vous rassure, du coup, il s'en va rester là. Du coup, il est parti réparer la climatisation. Mais plus sérieusement, vous l'avez compris, je suis pour que chacun fasse ce qu'il doit faire au bon endroit. Et donc, je ferai tout pour aider à ce qu'il y ait les conditions pour aller dans ce sens, mais chacun a son rôle. Voilà, merci pour votre question. Donc vous pensez réellement que ça est plus manque de respect que tout ce qu'il a pu faire auparavant? Moi, non. Là, il n'a fait que dire la vérité. Bon, quand on est en train de jouer les cartes, il faut bien qu'on se rende compte parfois que l'adversaire a vu qu'on bluffe.
Donc, qu'est-ce qu'on fait? On bluffe encore plus ou parfois on dit la vérité en espérant que l'adversaire va penser qu'on est en train de bluffer. C'est une stratégie comme une autre. Mais ça ne prend pas. Ça ne prend pas. Il n'existe aucune stratégie française en Afrique que l'on n'a pas déjà étudiée dans l'histoire. Il n'existe aucune stratégie française en Afrique que l'on ne peut pas anticiper. Aucune. Aucune. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas parce qu'ils ne font que faire du réchauffé. Même les histoires de l'armée en Afrique, là, c'est Africom. Les États-Unis l'ont déjà fait. Et on a déjà toutes les stratégies utilisées par les États-Unis en Afrique. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas nous berner. C'est pour ça qu'ils sont obligés de passer par des valets. Ils sont obligés de passer par là. Parce que si ce n'est que convaincre la population, la laisser. Si ce n'est que convaincre des acteurs influents, laisser. Dès que tu réfléchis un temps soit peu, tu vois venir. C'est gros comme ça. On vous parle du départ de l'armée française sans dénonciation des accords coloniaux, sans dénonciation de l'accord de défense, là même en question. Est-ce que c'est un sens? On vous parle du départ des troupes françaises en concertation. Vous vous concertez avec votre agresseur. Vous vous concertez. Je ne sais même pas si vous entendez la phrase là. En concertation. Je me concerte avec l'agresseur. Je ne sais pas. Il y a un agresseur qui arrive ici. Me dit voilà, bon, mon petit, ton ordinateur, il faut qu'on se concerte pour savoir qui le garde. Hein. Vous entendez l'absurdité de la chose? Nous pouvons être fiers de notre armée, dont la modernisation est désormais effective. C'est dans ce cadre que nous avons décidé du retrait concerté et organisé des forces françaises en Côte d'Ivoire. J'ai instruit le ministre des Forces armées de proposer une nouvelle doctrine de coopération en matière de défense et de sécurité, impliquant, entre autres conséquences, la fin de toutes les présences militaires des pays étrangers au Sénégal dès 2025. Nous avons proposé aux chefs d'État africains de réorganiser notre présence. Comme on est très poli, on leur a laissé la primauté de l'annonce. Et vous ne vous trompez pas, c'est nous qui l'avons... Et parfois, il a fallu y pousser. Mais pas parce qu'on est poli et correct et qu'on se réorganise nous-mêmes, qu'il faudrait que ce soit retourné contre nous en disant ils sont chassés d'Afrique. Je peux vous dire que dans bien de ces pays, on ne voulait pas enlever l'armée française ou même la réorganiser. Mais on l'a assumé ensemble. Ah, c'est terrible. Non, c'est terrible. C'est terrible, c'est terrible. Je ris. C'est amusant. C'est amusant qu'on essaie de nous prendre pour des idiots, en fait. C'est tellement amusant parce que je trouve que c'est insensé. Comment est-ce qu'il y a des gens qui, objectivement, après tout ce qu'on a vu, appris au cours de ces 2 dernières années, 2023-2024, au cours de tout ce qui a été fait, après tout ce qui a été fait, toutes les luttes qui ont été menées, toutes les informations qui sont sorties, peuvent regarder ça et dire c'est vrai quand même qu'il vient là d'énerver les présidents africains. Non, il ne vient pas de les énerver. Il vient de leur donner une nouvelle carte. Il vient de leur donner un nouveau truc là, un nouveau joker, pour qu'ils essaient de prouver une dernière fois que voilà, il y a vraiment rupture avec la France. Mais ce n'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est parfois quand on vous pose la question, vous ne voulez peut-être pas sortir. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Et vous demandez, et il y a un ami à vous qui dit, on sort ensemble ou bien tu es trop fatigué, tu veux rester à la maison. En même temps, on vient de passer une lourde journée. Vous savez que c'est directement, on te passe la main. Pour que tu dises, oui, je suis fatigué. Là, il va dire, bon, on s'en va. C'est la même chose ici. Là, il essaie de faire comme s'il est en train de provoquer les pays africains. Il est en train de provoquer les États africains. Pour que les gars disent, ouais, on est fâchés. Mais non, vous n'êtes pas fâchés. C'était prévu, vous n'êtes pas fâchés. Donc, quand je vois certains communiquer au sujet de cette affaire, je me demande, est-ce que c'est sincère? Est-ce que ce n'était pas attendu? Est-ce que ce n'était pas justement un coup pour pouvoir valider le fait que, voilà, eux, ils sont en train de faire les choses bien parce que la France est réellement un problème? Quand vous lisez certains communiqués, vous vous dites, ça attendait. La pique s'y sort d'où? Pourquoi est-ce que tout le monde parle de claques faites à la France ou alors de colère ou alors... Non. C'est trop bien préparé. Calmez-vous. C'est prévu. Macron a dit les termes pour cette raison-là, pour pouvoir permettre à certains dirigeants africains de rebondir là-dessus. Et donc oui, nous sommes en train d'ouvrir un partenariat de sécurité et de défense nouveau, où on aura des bases stratégiques. Djibouti en fait partie, c'est pourquoi elle est d'une toute autre nature. Je l'évoquais devant nos militaires, elle sera pérenne, stable, parce qu'elle est régionale. Et on va demander à nos partenaires de savoir exprimer leurs besoins en termes de défense. Même Djibouti, là, vous allez partir de Djibouti. J'ai souvent l'impression qu'ils prennent Djibouti pour acquis. Je ne sais pas qui vous a dit que le peuple de Djibouti vous apprécie. Et toutes les autres bases, parce que je sais que le pays africain avec le plus de bases militaires étrangères, c'est Djibouti. Mais on va faire plus de formation, plus d'équipements,
Plus de renseignements. Les formations où vous donnez les fusils en bois aux gens, ils disent to, là. Les formations là, ou bien c'est autre chose. Plus de contrats aussi dans la durée de défense. On va qualifier la menace avec eux. Et on va aussi inventer une nouvelle relation. Comme on l'a fait ces dernières années avec le Bénin, relation inédite, comme on va le faire avec le Nigeria, où on a commencé un dialogue stratégique qui n'existait pas jusqu'alors, ce qui était une aberration, etc. Partenariat stratégique de défense, désinhibé, mais d'avenir. D'avenir pour qui? On ne peut pas reprocher à quelqu'un de défendre ses intérêts, sa nation, sa patrie, sa civilisation, son histoire et j'en passe. Hein. On ne peut pas. C'est à nous de défendre les nôtres, c'est tout. Et au-delà de ça, le continent africain, c'est un continent de croissance. Et là-dessus, nous sommes trop frileux. Malgré tout ce que l'on a subi, malgré tout ce que l'on a fait subir au continent africain, aux Africains, il reste quand même le continent de l'avenir. Il reste quand même le continent du présent. Il reste quand même le continent sans qui aucune autre nation ne s'en sort. Il reste quand même la croisée des chemins entre toutes les autres civilisations, entre tous les autres besoins de suivi de tout le monde. C'est quand même impressionnant. Et c'est aussi important que l'on s'en rende compte. Ils ne sont pas en train de s'égosiller, de s'étirer, de se taper la tête, cogner le front. Ils ne sont pas en train de faire tout ça pour rien. Et c'est donc à nous de le comprendre. Et c'est donc... Je suis tellement déçu en fait par notre gouvernance. Et je le dis aussi parce que quand je lis toujours la presse, les lunettes françaises sont obsédées par l'Afrique francophone. Enfin, on a bien fait de faire le premier grand voyage depuis 25 ans du Nigeria en France il y a quelques semaines. 25 ans. Ça n'est qu'un pays à 250 millions d'habitants. Bien fait d'aller faire la première visite au Kenya. Imaginez. On avait bien fait de retourner pour la deuxième fois en Éthiopie, pays de plus de 100 millions d'habitants. D'avoir consolidé une stratégie énergétique et d'investissement avec l'Afrique du Sud. Nos lunettes sur l'Afrique ne sont plus les bonnes quand on parle de l'Afrique. C'est un continent où il y a des grands émergents, il y a des potentiels de croissance formidables. Et là-dessus, nous devons, en interministériel, repenser nos financements pour prendre plus de risques et accompagner plus de risques, repenser nos règles européennes pour qu'on ait une capacité de financement de nos grands acteurs et avoir une stratégie avec nos entrepreneurs, toutes filières confondues, beaucoup plus ambitieuse à l'égard du continent africain. Voilà, point important aussi qu'il vient de noter. Vous devez comprendre qu'actuellement, il a pu entrer au Nigeria, au Kenya et j'en passe, en Éthiopie aussi, parce qu'il n'est pas tout seul, parce qu'ils ne sont pas tout seuls. Quand je dis ils ne sont pas tout seuls, c'est les dirigeants français, vous voyez. Ils sont accompagnés de toute l'Europe et des États-Unis. Donc tout le monde occidental actuellement se mobilise pour pouvoir leur donner un sursis, pour qu'ils puissent essayer de se déployer un peu de partout, vu que l'Union européenne a deux grands leaders, l'Allemagne et la France. Donc là, ils ont plus que besoin de pouvoir se redéployer, parce qu'en Afrique dite francophone, justement, c'est en train de tarir. Pas autant qu'on le croit, mais c'est en train de tarir, parce qu'ils ont toujours de grosses implantations un peu de partout sur le continent, dans la zone francophone. Et je vous l'ai dit, leur plus grosse force ici, c'est la monnaie. C'est ce capuchon de bouteille-là qu'on utilise pour pouvoir acheter des trucs ici. Ok? Donc, partant de ça, partant de cette compréhension, de cet état de fait, vu qu'ils ont besoin de se redéployer, ils doivent activer l'intégralité de leur réseau. C'est pour ça que l'Union européenne se mobilise pour pouvoir leur donner des accès, profiter de leur lobby et de leur réseau, et les États-Unis aussi. C'est important de le savoir, ok? Et sans parler du fait qu'ils ont tout le temps des réunions pour savoir comment se réadapter, se relocaliser, se X, se Y. La France seule ne peut rien faire nulle part. La France a systématiquement besoin de tout le monde. Vous vous rappelez que même la Libye, la France n'a rien fait seule. La France était accompagnée d'une pléthore des pays de l'OTAN. Les États-Unis, le Canada, l'Italie. Je dis une pléthore de pays étaient impliqués dans ça. Sinon, la France seule n'aurait jamais pu, je dis bien jamais pu faire chuter Kadhafi. N'avait pas les moyens. Même l'Angleterre était impliquée. Quelles sont les causes réelles de l'intervention de la coalition armée en Libye? Quelles sont les conséquences aujourd'hui de cette intervention? Pour les Libyens d'une part, pour l'ensemble de la sous-région d'autre part. Donc pour vous, il y a un lien entre l'intervention française et cette affaire de financement présumé? Mais non, tout le monde s'y est mis. Voyons, je vous rappelle que c'était l'OTAN, que le directeur des opérations de l'OTAN était un général, Bouchard, qui à la suite de la campagne menée par l'OTAN en Libye, à la suite de la guerre déclarée par l'OTAN en Libye, a été décoré au Canada. Vous aviez tous les
pays. Vous aviez le Canada, vous aviez la France, vous avez la Grande-Bretagne, vous avez l'ensemble des pays, sauf l'Allemagne, qui ont participé à cette agression armée contre la Libye. Ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, à la suite de cette intervention, vous avez 1 million... Alors, quelles étaient les raisons de cette intervention ? Il faudrait écouter, c'est pour cela que la véritable histoire de l'intervention de l'OTAN en Libye reste à écrire. Mais elle découle de cette affaire non, mais pas du tout, parce que la France à elle seule ne pouvait pas mener cette intervention armée. Les Britanniques aussi y ont été associés. Il fallait qu'il y ait les États-Unis qui ont été associés, l'ensemble des pays de l'OTAN, même la Norvège y a été associée, le Qatar y a été associé, les Émirats Arabes Unis y ont été associés, l'Arabie Saoudite y a été associée. Mais vous avez été au cœur du système libyen, vous avez été au cœur de l'État libyen. Oui, mais je vais vous dire pourquoi. Je vais vous dire pourquoi. Je pense que Kadhafi a signé son arrêt de mort lorsqu'il a décidé de créer une monnaie commune à l'Union africaine. Et l'a regardé comme un continent d'opportunités sur la question commerciale et économique, sur la question alimentaire et agricole, sur la question de l'innovation dans tous les domaines, sur la question artistique et culturelle, sur la question sportive, qui sont là aussi des domaines où nous avons des expertises, où on les a montrées au monde entier, en particulier avec les Jeux Olympiques et Paralympiques, et où il y a toute une stratégie export qu'on doit déployer, parce que tous les acteurs français qui ont travaillé pour nos Jeux, on veut qu'ils aillent travailler pour la Coupe d'Afrique des Nations et d'autres grandes compétitions, et que ce soit ce faisant une politique qui vienne en soutien avec ce qu'on fait en matière éducative et autres. Voilà une autre stratégie de dépendance. Et c'est pour ça que je dis que je suis déçu par la gouvernance africaine. Parce que même si on a parfois besoin de l'aide technique, et des compétences d'autres. Toujours, et je répète toujours, le plus intelligent serait de faire en sorte que dans les gens qui interviennent, il y a ceux que l'on forme. Il y a ceux que l'on forme pour toutes sortes de trucs, partant de toutes les technologies, de toutes les sciences, de tous les arts, de toutes les compétences techniques fondamentales dont on a besoin, pour qu'on puisse à notre tour éduquer les autres, leur enseigner ça. Exactement ce que la Chine a fait. Je ne sais même pas pourquoi est-ce que je vais trop bavarder, alors qu'on connaît la stratégie chinoise. Tu envoies les Chinois apprendre, ils reviennent, ils font des écoles, ils enseignent aux autres. Point. Et c'est ça un des plus gros problèmes que l'on a. C'est qu'on ne fait pas preuve de technique scientifique et on ne fait pas preuve de méthodologie dans l'éducation et l'enseignement. On laisse les gens comme ça se débrouiller. Les personnes les plus performantes d'entre nous se font agripper comme ça, tirer à travers les multinationales. Tous les pays du monde compétissent pour pouvoir avoir nos brillants cerveaux. À un moment donné, c'est normal que l'Afrique n'avance pas. Parce que la gouvernance est si médiocre. La gouvernance est si mal pensée, si mal faite, que tout part. Et donc, je vous fais confiance pour que ce logiciel qu'on a commencé à changer à Ouagadougou soit à chaque fois réexpliqué, porté, assumé comme un logiciel de conquête, comme toutes les transitions. C'est difficile, parce qu'il y a des nostalgiques. Des nostalgiques de la colonisation, des nostalgiques du néocolonialisme, voilà. Il y a des nostalgiques, et dont j'en fais partie moi aussi, voilà. Mais sinon, on n'a pas d'autre choix. Parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas ou qui ne veulent pas comprendre. D'accord, le plus intelligent. Tu es si intelligent que tout ce que tu dis, voilà, on ne comprend pas. Voilà. Vous savez, c'est l'apanage souvent des gens qui aiment beaucoup prendre les autres pour des idiots. C'est qu'eux, ils sont tellement loués, ils voient tellement bien, ils sont tellement avancés que les autres ne comprennent pas. Ou alors sont de mauvaise foi et ne veulent pas comprendre parce que ils aiment bien leur confort. Et parce qu'on bouscule des intérêts acquis. Mais croyez-moi, c'est une bonne chose, parce que le monde change et que nous avons besoin d'embrasser, justement, ce nouveau partenariat. C'est ce que j'avais à partager avec vous dans cette vidéo. Il y a certaines choses que j'aurais aimé aborder, mais je ne l'ai pas fait. Par un peu de prudence, il me fallait aller vérifier 2-3 informations. Donc, on aura le temps et la possibilité de les aborder au cours de l'année. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, mes théories, mes analyses, ma critique. J'attends aussi vos avis, vos analyses, vos théories et vos critiques. Je vais vous lire, ça me fait plaisir de vous retrouver. Et on se dit donc à une prochaine vidéo.